Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler des livres, de tous les livres que j'ai lus depuis ce début d'année, puisque je ne l'ai pas encore fait. On est le 5 avril et pour l'instant j'ai lu 13 livres. Ce que je vous propose de faire cette fois-ci, c'est je vais en fait les citer tous ensemble. Et ensuite, je vous parlerai en fait de ceux qui m'ont marqué, les meilleurs, etc. Puis je vais en fait les classer un petit peu par feeling et par plutôt niveau d'appréciation, ce qu'ils m'ont apporté, etc. Alors, on va commencer chronologiquement. J'ai lu La singulière tristesse du gâteau au citron de Amy Bender, Point cardinal, Léonore de Recondo, L'ingénierie intérieure de Sadhguru, La fameuse invasion de la Sicile par les ours, Dur à cuire de Till Lukat, Night Beach de Rachel Yoder, La mort moderne de Karl-Henning Wittmark, Pucelle de Florence Dupre-Latour, How Do We Know We're Doing It Right and Other Essays on Modern Life de Pandora Sachs, Aria de Nazanin Ozar, Will de Will Smith, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougar Sarr et enfin Pilgrim's Way de Abdulrazak Gurnah. Alors, les livres qui m'ont clairement marqué sur cette liste et que j'ai trouvé très bons, voire excellents, le premier c'est Night Beach de Rachel Yoder, que j'ai hâte de vous présenter, Will de Will Smith, Aria et Pilgrim's Way. Ce sont les meilleurs livres que j'ai lus dernièrement. Je vais commencer peut-être avec Night Beach. Night Beach, je l'ai découvert sur la sphère en fait anglo-saxonne de Booktube et je connaissais absolument pas. Je n'ai pas vu beaucoup passer, mais apparemment il était assez populaire il y a quelques mois, je crois. En fait, c'est le premier roman de l'autrice et il est excellent. Je l'ai écouté en audio, il est très bizarre et excellent. En fait, cette année, j'avais très envie de lire beaucoup plus de fiction et très envie aussi de lire plus de magical realism. Donc, ce sont ces histoires qui se déroulent dans notre monde réel, mais où il y a des trucs un peu magiques qui se passent tout au long de l'histoire. Et là, dans Night Beach, en fait, c'est l'histoire d'une femme. D'accord, elle a fait des études d'art. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Il a 2 ans, je crois, au moment du récit. Et puis, son mari travaille, il est souvent en déplacement, il est là que les week-ends, donc elle passe beaucoup de temps avec son enfant, toute seule et tout. Et puis, au bout d'un moment, elle a commencé à remarquer des choses bizarres, en fait, qui se passent dans son corps. Et là, vous allez commencer à comprendre un petit peu la couverture de ce roman. En fait, elle a commencé à... Un jour, il y a son mari qui rentre de travail et lui dit il y a un truc bizarre là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de poils sur la nuque. On dirait que je suis devenue un chien. Et son mari, bien sûr, il rigole, il se moque d'elle et tout. Et puis, un autre jour, il vient et elle lui dit genre, non mais sérieux, mais regarde, j'ai l'impression que mes canines, elles sont devenues plus longues. Et en fait, elle commence à remarquer certains changements physiques dans son corps. Elle commence à devenir de plus en plus persuadée qu'elle est en train de se transformer en bête, en chien. Et en fait, je ne vous en dis pas plus, mais c'est un excellent roman sur la maternité, sur le postpartum, sur tous les sacrifices que doit faire une femme quand elle choisit d'être maman aux dépens de sa carrière, de tout ce qu'elle aurait pu faire à côté. Ça parle de dépression, ça parle de beaucoup de choses. En fait, elle pousse cette image de femme dépressive, hystérique, très en colère, qui pique des crises de colère soudaines. Elle le pousse à l'extrême, tu vois. Et genre, vraiment, elle va devenir sauvage. J'ai adoré ce roman. J'ai un petit peu regretté de l'avoir écouté parce que je me suis dit, j'aimerais bien
le relire pour bien lire en fait tous les mots et tout, et peut-être éventuellement en français si un jour il est traduit. Je pense que je pourrais lui redonner une chance, puisque je pense que je suis passée quand même à côté de, pas de grand chose, mais il devait sûrement y avoir quelques jeux de mots, quelques nuances comme ça que j'ai dû zapper. Mais si vous lisez en anglais, franchement, je recommande. Je trouve que c'est un roman, tout du moins, très intéressant. Voilà. Surtout, c'est un premier roman et tout. Alors, les mémoires de Will Smith, c'était excellent. J'ai adoré. Pendant un moment, je me disais que ça devait être ma meilleure lecture de l'année jusque-là. Mais je pense qu'il a été détrôné peut-être, même s'il n'y a pas encore vraiment une lecture qui m'a... Voilà. Mais les mémoires de Will Smith sont très cool. C'est vrai que c'est un pavé, mais ça se lit bien. Je l'ai lu en anglais. Ça se lit bien. Will Smith est très authentique, très lui-même. C'est bourré d'humour et en même temps c'est très sage. Il partage tout. Il partage des sujets assez intimes par rapport à sa personnalité, comment elle s'est forgée, par rapport à ses faiblesses, par rapport à sa relation avec son père qui était violent avec sa mère, etc. Et lui, comment ça s'est répercuté sur sa personnalité et tout. Il nous parle de tout, en fait, de son enfance, son adolescence, comment il est devenu ses premières années dans le rap. Après, quand il est devenu acteur, dans Le Prince de Bel-Air, et puis quand il est devenu acteur sur cinéma, grand écran et tout, il parle bien sûr de ses mariages, de sa relation avec sa femme et tout, ses enfants. En tout cas, ce sont des mémoires où, comme j'ai dit, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de partage de leçons apprises, en fait, des leçons qu'il a apprises au cours de sa vie sur tous les plans. Et c'était très, très chouette à lire et super cool. Franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. C'était pas en même temps... Je veux dire, même intellectuellement, c'était intéressant, je trouve. Sinon, le roman Aria de Nazanin Ozar, je ne connaissais absolument pas. C'est un roman que j'ai découvert comme ça en me baladant chez Livre-moi. C'est une autrice qui est iranienne. Et j'ai adoré. C'est un roman comme on aime en fait, et sur lesquels je tombe, j'ai l'impression, de moins en moins. C'est-à-dire ces romans où l'histoire vraiment vous emporte, où c'est bien écrit, où voilà, c'est bien fait, c'est bien pensé. C'est une histoire d'une petite fille qui s'appelle Aria, qui est orpheline, qui a été recueillie près d'une poubelle par un chauffeur et qui va l'emmener chez lui, bref, pour l'élever et tout. Et ça se passe en Iran, ça se passe pendant la Révolution. Et du coup, il y a ce fond historique qui est intéressant et ça parle de pas mal de sujets. Ça parle d'homosexualité, ça parle de... ça parle de quoi d'autre? Je me souviens plus. Ça parle de relations personnelles, de relations de couple. Mais en tout cas, on y suit l'évolution de cette petite fille jusqu'à l'âge adulte. Et c'est une petite fille qui a beaucoup de caractère. Et qui a aussi pas mal de colère. J'allais dire de haine, mais en fait, c'est plus de la colère en elle. Et en même temps, vu comment elle a été maltraitée, on peut comprendre un petit peu. En tout cas, voilà, c'était une lecture que j'ai bien aimée et qui m'a emportée dans un Iran de l'époque, voilà, pour suivre l'histoire de cette petite fille et voir comment elle va grandir, comment elle va devenir adulte et ce qui va finir par lui arriver. Oui, ça parle aussi beaucoup d'incarcération, de prison, bien sûr, d'oppression. Il y a beaucoup de personnages qui vont se faire arrêter parce que voilà, leur opinion politique n'était pas appréciée, soit on les prenait pour des communistes. C'est aussi cette confrontation entre les communistes et les islamistes. Il y a aussi des personnages arméniens, ça parle de la relation Iran-Angleterre, ça parle de classe sociale puisque il y a justement des personnages de différentes classes qui vont... et qui sont jeunes, qui vont du coup confronter un petit peu leurs ambitions pour l'Iran, comment chacun voudrait que ce soit, ce qui est toléré par l'un, ce qui est considéré comme violence ou terrorisme ou même, je ne trouve pas les mots, mais c'est-à-dire... quelque chose de pas très moderne.
ou en tout cas, il y a aussi en fait cette idée de ce qui est moderne et ce qui ne l'est pas, ce qui représente le civisme de ce qui ne l'est pas. Et il y a aussi évidemment ces questions Occident-Orient. Voilà. C'est ça ce que j'ai surtout apprécié. C'est intéressant, c'est cool. Voilà, c'est une lecture que moi je recommande. Ça se lit plutôt vite. Voilà, c'est un bon roman. Du coup, voilà, j'avais parlé de ça. Et le dernier, c'est ma dernière lecture et je l'ai adoré. C'est le dernier prix Nobel de l'auteur tanzanien Abdulrazak Gurnah. Et j'ai lu Pilgrim's Way. C'est un livre qui a été écrit, je crois, en 1988. Quand je l'ai pris, je ne pensais pas qu'il était écrit il y a aussi longtemps. Encore une fois, je suis tombée dessus chez Livre Moi. Il y avait pas mal de livres de l'auteur en VO. Du coup, j'ai pris celui-là et Paradise, il me semble. Et j'ai commencé par celui-ci, comme ça, un petit peu au feeling, et j'ai adoré. Franchement, vu que j'ai 2 livres, j'avais celui-là et Paradise, j'avais hésité à faire une vidéo spéciale sur Abdulrazak Gurnah et sur ses romans, ces 2-là en tout cas. Et généralement, c'est très rare où je fais une vidéo focus sur un auteur ou une autrice, c'est que vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les auteurs et autrices en elles-mêmes, mais en eux-mêmes, et sur leurs livres, etc. Mais finalement, je me suis dit, bon, vu que je suis vraiment pas assidue sur la chaîne depuis quelques années, autant en parler maintenant plutôt que d'attendre qu'un jour je lise Paradise et fasse une vidéo sur les 2. Voilà. Ce que j'ai adoré dans ce roman, alors déjà c'est l'histoire d'un jeune Tanzanien qui est parti en Angleterre. En fait, l'auteur, ils nous en dit très peu sur lui. C'est-à-dire que pendant un long moment, j'étais pas sûre à 100% qu'il était tanzanien et on l'apprend vraiment vers les dernières pages. C'est un roman qui est court, qui fait moins de 300 pages, 280 pages, il me semble. Et c'est vraiment vers les dernières pages qu'il dit qu'il vient de Tanzanie. Au début, l'auteur, je pense qu'en même temps, il a fait exprès de ne pas nous donner toutes ces infos qui nous permettent en fait de faire, tu sais, cette fiche signalétique de la personne, son âge, son pays, sa profession. Et du coup, il nous donne une image il nous donne une image un peu vague des personnages sans trop préciser tous les caractéristiques. Et là, du coup, au début, on sait que c'est un personnage qui n'est pas blanc et qui travaille dans une sorte d'hôpital universitaire, j'ai l'impression, et où il faisait le ménage. Et il n'est pas content, bien sûr, il est déprimé, il vit dans une situation très précaire. Et puis on a aussi d'autres personnages comme lui. Par moments, on sait qu'ils sont en Angleterre pour un petit moment, puis ils vont revenir dans leur pays en Afrique, et ils vont avoir de très bons postes et tout pour ceux qui sont là pour faire des études. Et on a aussi des personnages blancs et blanches, anglais, voilà. Et très vite, très tôt dans l'histoire, on se rend compte que ce personnage principal qui fait le ménage, il est ses discours sont très smart. Il a des propos très poussés en fait sur le colonialisme, le racisme en Angleterre. Et du coup, on devine qu'il a sûrement dû faire des études avancées et poussées dans son propre pays avant d'atterrir ici et de se retrouver à faire le parterre, à laver le sol, etc. Et en fait, ce que j'ai adoré dans le roman, je ne sais pas ce que j'imaginais ou ce à quoi je m'attendais, mais en tout cas, j'ai réalisé que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi engagé, en fait. Peut-être parce que j'avais pas entendu parler de l'auteur avant, ou peut-être parce que j'ai pas entendu parler de ses livres de cette façon-là. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a surprise. Le personnage principal est quelqu'un qui est assez solitaire, un petit peu par la force des choses, j'ai envie de dire, et il parle beaucoup à lui-même, et du coup il écrit beaucoup de lettres imaginaires à toutes ces personnes
qu'il croise dans la rue, que ce soit des inconnus ou des gens qui sont des collègues, à qui il veut dire certaines choses, mais il ne les dit pas et du coup, il leur écrit des lettres comme ça dans sa tête. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Ce que j'ai adoré, parce que c'est quelque chose qui m'arrive aussi, et c'est la première fois où je croise ça dans une fiction, c'est que quand il marche dans la rue et qu'il croise un homme blanc, un anglais, et qui généralement est plutôt vieux, et qui lui sourit gentiment et lui dit bonjour, ou voilà, et il a en tout cas un comportement genre civilisé. Le personnage principal, en fait, il peut pas s'empêcher de se demander, ou parfois d'assumer avec une certaine certitude que cet homme-là, genre, il le regarde et dans sa tête, il se dit ouais, genre, tu fais ton gentil, mais je suis sûre que. Et non, mais il dit voilà, genre, je vois que tu fais ton gentil, mais combien d'hommes et de femmes tu as tués de tes propres mains dans la guerre, dans cette guerre-là, cette guerre-ci, etc. C'est-à-dire que on comprend du coup qu'il a été traumatisé par la guerre et que il ne peut pas s'empêcher, voilà, de se demander toutes les atrocités que ces blancs ont peut-être fait. Peut-être que là ils font genre voilà, tout va bien, dans la vie entre guillemets normale et tout, mais il peut pas s'empêcher de se demander si dans une autre vie ou il y a quelques années quoi, cette même personne elle a probablement participé à une des guerres d'Angleterre contre Dieu sait quel pays, et que si ça se trouve cet homme là il était soldat, et si ça se trouve il a dû tuer ces personnes-ci, ces personnes-là. J'ai adoré ça, franchement ça m'a marqué, j'ai adoré, parce que quand je disais qu'il m'arrivait pareil, c'était souvent quand je croise des hommes ici en fait, des hommes que je vois vieux, et des fois si tu vois un homme qui est vieux, et des fois tu as un peu pitié parce que tu vois que voilà, sa santé est très faible, il a du mal à marcher dans la rue et tout, ou alors tu vois qu'il a un air gentil, mais en même temps dans ma tête des fois moi aussi je pouvais pas m'empêcher en fait de me dire oui, mais si ça se trouve, est-ce que cet homme-là, quand il était plus jeune et qu'il était fort et en bonne santé, est-ce qu'il a maltraité des femmes? Est-ce qu'il a battu des femmes? Est-ce qu'il a été violent? Est-ce qu'il a été sexiste? Qu'est-ce qu'il a fait? Etc. etc. Et du coup, voilà, ça m'a marqué quand j'ai vu ça dans ce roman. Les dialogues sont assez frontaliers. C'est-à-dire que ces jeunes immigrés n'hésitent pas à dire leurs 4 vérités à tous les blancs qu'ils croisent. Du coup, ça peut paraître, il y a une certaine violence, une certaine vulnérabilité. Et je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à ça et j'ai bien aimé. Faut pas mal me comprendre. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et après, tu vois aussi ce malaise chez les jeunes blancs qui comprennent pas trop quel est leur rôle, quel est leur niveau de responsabilité dans toute cette situation, si c'est la faute de leurs parents qui les ont éduqués comme ça, si c'est la faute au système. Enfin voilà, il y a pas mal de matière à réflexion. Il est court, il est bien fait. Je trouve que c'est très bon. En tout cas, je suis très contente d'avoir pris un autre livre de lui parce que j'ai clairement envie de lire d'autres romans de cet auteur. Donc voilà. Voilà, donc c'était les meilleures lectures que j'ai eues, je crois, jusque-là. Après, il y a eu des lectures qui étaient sympas, comme La singulière tristesse du gâteau au citron ou encore Point cardinal. C'était pas mal, c'était aussi de romans très très courts qui se lisent très vite. Dans La singulière tristesse du gâteau au citron, il y avait aussi un peu de réalisme magique puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui, quand elle goûte des aliments, elle ressent les mêmes émotions que ressentaient les personnes qui ont préparé en fait les repas. Et donc elle va ressentir certaines émotions, beaucoup de tristesse, etc., etc. chez sa mère. Et après, sa vie va devenir un petit peu infernale parce que voilà, elle ne peut plus savourer les aliments et juste le goût des aliments. Elle se retrouve obligée de ressentir toutes les émotions, parfois très négatives, des personnes qui les ont faites ou qui sont en détresse. Du coup, voilà, je disais, c'était ça et c'était sympa à lire. C'était sympa. Après, par rapport à Point cardinal, je connaissais pas. C'était une recommandation de ma chère bibliothécaire.
Et elle a bien vu, puisque j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'un homme. En fait, dans le résumé du roman, dans le quatrième de couve, on lit que... en fait, on voit une scène d'un homme qui s'arrête, il est dans sa voiture, puis... Non, en fait... Bref, je sais pas raconter. C'est une femme qui est dans sa voiture. Elle s'arrête, elle va ouvrir son coffre. Et là, elle commence à se démaquiller, se déshabiller, changer de vêtements. Elle est dans une sorte de parking. Et là, on nous dit que, en fait, on comprend que c'est un homme, en fait, qui était habillé en femme, qui était un peu, en fait, qui était travesti, voilà. Et en fait, on nous dit que en réalité, c'est un homme, c'est un papa, c'est un père de famille, etc. Du coup, j'ai compris que ça allait parler, voilà, de transidentité, etc. Et ça m'avait intéressé, transgenre plutôt, peut-être. Et j'ai bien aimé. C'est juste que j'ai trouvé que, comment vous dire? Alors effectivement, c'est l'histoire d'un père, d'un papa, qui cachait ça à sa femme et ses 2 enfants. Il me semble qu'ils étaient 2. Et qui allait se travestir dans une boîte de nuit le week-end, voilà. Et puis il décide qu'il veut en fait faire sa transformation pour devenir femme, genre même physiquement, biologiquement, etc. Et il décide donc de le faire, d'en parler à sa famille, et il va le faire, et on va voir en fait un petit peu la réaction de sa famille au travail, le département des ressources humaines qui le convoque, avec les syndicats qui s'en mêlent. Donc c'est assez réaliste en fait. Mon seul mais dans cette histoire, c'est que j'ai trouvé que c'était c'était un peu une version de idéalement comment est-ce que tout ceci devrait arriver. Parce que je trouve que les choses se sont passées d'une façon, avec beaucoup de, pas de facilité, mais en tout cas tout s'est déroulé, tout s'est bien passé, voilà. Grosso modo, tout s'est finalement bien passé. La transition et l'acceptation de l'entourage, bon, c'est vrai qu'il y avait quelques blocages, mais qui ont été assez rapidement et assez facilement, encore une fois, dépassés. Et des fois, je me disais, hein, c'est genre trop facile, quoi, c'est trop beau pour être vrai. Mais après réflexion, je me suis aussi dit que peut-être ce n'était pas plus mal, en fait, d'avoir aussi ce genre d'histoire dans la fiction pour apporter aussi à cet imaginaire collectif cette possibilité en fait que les choses peuvent aussi se passer comme ça, ou en tout cas voilà ce que vous pouvez faire, ou encore pour que ça puisse inspirer et donner en fait du courage aux personnes qui voudraient s'y mettre mais qui auraient trop peur justement. Donc le fait de voir juste même à travers une fiction que c'est possible, ça peut bien se passer, etc. Au final je me suis dit que voilà, c'était pas plus mal. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Point Cardinal. Et quand je partageais cette lecture sur Instagram, je voyais que c'était assez... je pense, j'ai l'impression que c'est un auteur qui est assez apprécié. Enfin, je sais même pas si c'est un auteur ou une autrice. Qui est assez apprécié en tout cas par les personnes qui l'ont lu. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors, j'ai écouté La plus secrète mémoire des hommes, le dernier prix Goncourt, il me semble. Alors, autant j'avais adoré une bonne partie au début, peut-être un quart, je sais pas, ou la moitié, je sais plus la vérité. Autant vers la fin, je trouvais que ça devenait trop long. Et aussi l'inconvénient pour moi avec quand j'écoute de la fiction, c'est que des fois les personnages s'en mêlent dans ma tête et je ne sais plus qui est qui. Et c'est surtout que des fois, je ne sais plus qui parle. Si je suis pas très 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 bien concentrée avec l'audio-livre en fait. Et en tout cas personnellement, je suis rarement à 100% concentrée sur l'audio. Généralement, soit je suis en train de conduire ou je suis en train de faire autre chose. Donc des fois, je sais plus qui est en train de parler et j'essaie de deviner et de suivre. Donc au final, je me suis retrouvée un petit peu dans cette situation. Mais en tout cas, j'avais adoré au début parce que j'ai bien aimé le sujet. Je pensais pas que ça allait parler de ça. Ça parle de littérature en fait. Et du coup, pour les personnes qui sont passionnées par le sujet, ça pourrait être très intéressant. Moi, personnellement, je suis pas... Même si c'est une chaîne où je parle de livres, je suis pas une passionnée de littérature. D'ailleurs, voilà, je n'ai jamais fait d'études de lettres. Et je suis plus une scientifique qu'une littéraire, clairement.
Mais voilà, du coup, mais je sais que ça peut intéresser les gens parce que ça parle beaucoup de littérature, du pouvoir des livres, du pouvoir des mots, voilà, de pourquoi on écrit vraiment, etc., etc. Ce que ça peut apporter, ainsi de suite. Écrire comme raison de vivre, voilà, ce genre de sujet. Et en fait, l'histoire tourne autour. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un jeune Sénégalais qui est arrivé en France pour faire ses études, je crois, et qui va nous parler très tôt d'un auteur qui est aussi sénégalais, il me semble, euh, et qui constitue une sorte de mystère, une sorte de mythe. On, on l'appelle le Rimbaud sénégalais, je crois. Parce que c'est un auteur qui a existé il y a quelques décennies ou même siècles, je ne sais plus, et qui apparemment aurait écrit un chef-d'œuvre. Mais le livre n'est plus édité et l'auteur, on trouve très peu d'informations sur lui à tel point qu'on se demande s'il a vraiment existé et si le livre a réellement existé. Et donc, le personnage principal va se lancer dans des recherches pour retrouver cet auteur et retrouver ce livre-là. Et du coup, il va beaucoup parler voilà, de la littérature, du pouvoir des mots, des livres et ainsi de suite, de l'écriture, etc. Et il va rencontrer beaucoup de gens dans cette quête. Et voilà, l'histoire des fois se passe dans le passé, des fois au moment présent. Du coup, j'ai beaucoup aimé l'écriture et tout, et le sujet. Mais après, au bout d'un moment, je trouvais que ça devenait trop long et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis parmi mes superbes et meilleures lectures lues jusque-là. Après, j'avais lu la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Ça, c'était un petit peu une erreur. Parce que j'ai toujours voulu lire Dino Buzzati, notamment K, qui il me semble est un recueil de nouvelles. Et là, je l'ai trouvé sur le site des Livres-moi. Je regardais un peu ce qu'ils avaient en stock parce que j'avais pas envie de passer de commande et puis d'attendre et tout. Et je l'ai pris, j'avais pas réalisé que c'était un livre pour enfants en fait. C'est un folio junior, il me semble. Et du coup, voilà, bon, c'est une histoire pour enfants, clairement en fait. C'est une histoire d'ours qui vont décider d'envahir un village ou une ville, ou je sais plus quoi, à la recherche d'un enfant ours qui a été enlevé par des hommes. Et en fait, c'est ça l'histoire. Et le truc, c'est que les ours vont finir par devenir, alors qu'avant ils vivaient une vie heureuse et tout dans la nature, ils vont devenir corrompus par les hommes, ils vont vouloir vivre comme eux, ils vont devenir matérialistes, capitalistes, etc. Et donc, au bout d'un moment, ils vont décider de revenir à la forêt. Et apparemment, c'est un sujet de prédilection de l'auteur qui lui-même a été journaliste et qui allait souvent, dès que possible, se réfugier un petit peu dans la nature pour se ressourcer, etc. Et apparemment, c'est une thématique qu'on retrouve dans pas mal de ses écrits. Donc voilà, sinon, j'avais lu une BD dure à cuire, c'était sympa. Chaque page représentait en fait des portraits de femmes qui ont fait des choses dans l'histoire. C'était sympa parce que c'était pas mal diversifié, donc on y retrouvait des femmes de différentes origines, différentes ethnies, différentes époques, différents domaines. Donc c'était cool. C'est un peu, on a une illustration, puis on a quelques cases de BD et puis un petit paragraphe, donc c'est assez rapide à lire et sympa. Voilà. Sinon, j'avais lu le livre L'ingénierie intérieure de Sadhguru. Pour parler de Sadhguru, il faut une vie, pas une vidéo pour parler de Sadhguru, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un gourou indien. Dont vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur YouTube si ça vous intéresse, il parle de tout. Et moi je l'ai découvert je sais plus quand, il y a quelques mois, et depuis je le suis de façon très assidue. J'ai regardé je sais plus combien, il a déjà des centaines de vidéos sur YouTube, j'en ai regardé une bonne majorité. Après je m'étais connectée sur son application et j'ai payé pour avoir accès à des trucs en exclusivité et ça valait vachement la peine d'avoir payé.
Et après, j'en voulais encore plus et du coup, j'ai payé pour faire une formation justement sur l'ingénierie intérieure. La première formation niveau 1, parce qu'il y a une autre formation niveau 2, mais que j'ai pas encore faite parce que celle-ci, elle se fait en live et donc il faut attendre que des sessions soient programmées. Mais en gros, Sadhguru est un homme qui a été illuminé, qui a été éveillé à l'âge de 25 ans et qui depuis, il est très conscient, il est conscient tout le temps, il a un niveau de conscience très élevé par rapport au commun des mortels et qui du coup nous enseigne pas mal de choses pour que nous puissions nous-mêmes être plus conscients. Et ce qu'il enseigne dans son livre, c'est qu'il partage avec nous un certain nombre de sadhanas. Les sadhanas, ce sont des pratiques entre guillemets spirituelles que tu peux mettre en place dans ta vie de tous les jours et qui te permet d'être plus présente, plus consciente. Voilà. Et en fait, dans son livre, et parmi les choses qu'il évoque assez souvent, c'est qu'il faut que nous soyons joyeux. Être joyeux et joyeuse, c'est pas le bonheur qu'on nous vend dans tout ce qui est développement personnel et psychologie positive, mais être la joie, c'est autre chose. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit joyeuse tout le temps, quelles que soient les circonstances. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il voulait dire et pour comprendre que être conscient et accepter tout ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire ne plus être affligé ou attristé par tout ce qui nous arrive et tout ce qui se passe, mais juste les accepter en fait. On peut les accepter et ne pas être bien, mais il faut les accepter. Aussi accepter de ne pas être bien, mais ce qui est surtout important et essentiel selon lui et pour lui, c'est qu'il faut aussi toujours faire en sorte de revenir et de retourner à cet état de joie le plus rapidement possible en fait. D'accord. En fait, parce que lui, il dit, et là c'est pas forcément dans le livre, mais c'est aussi dans sa formation et tout, c'est que généralement, à chaque fois qu'on n'est pas bien, c'est parce que en fait on n'accepte pas totalement ce qui nous arrive à ce moment-là. Et en fait, à chaque fois où on est bien, en fait c'est parce qu'on accepte à ce moment-là ce qui nous arrive exactement à cet instant-là. C'est ça, en fait, ce qui fait ce qu'on est bien et qu'on n'est pas bien. Tel qu'on vit aujourd'hui et tel qu'on est partiellement conscient aujourd'hui. Et du coup, si on veut être joyeuse tout le temps, eh bien il faut faire en sorte d'accepter tout ce qui t'arrive tout le temps. Du coup voilà, c'est assez compliqué en fait mais j'ai trouvé moi j'ai vraiment trouvé ma voie avec un E à la fin, avec ça de beaucoup. Franchement, je suis hyper heureuse de l'avoir découvert parce que j'ai l'impression qu'il a répondu à toutes mes questions et qu'il m'a absolument donné tout le savoir et tous les outils pour vivre en fait et exister pleinement et de façon très consciente et très posée, avec très bien ancré, avoir les idées plus claires, bien gérer certaines situations, avoir les idées claires en fait, prendre les bonnes décisions. Ça ne veut pas dire qu'on arrive à être comme ça tout le temps. Du coup, voilà, je disais que moi, clairement, c'est pas encore le cas tout le temps, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit de plus en plus le cas, en fait, voilà, de plus en plus souvent le cas. Et avec lui, on apprend aussi, en fait, à travers les sadhanas et tout, que clairement, ça demande du travail, de la pratique, qu'il faut faire beaucoup de choses, en fait. Ça va pas venir juste comme ça. C'est pas juste une question de compréhension, voilà, c'est pas juste une question de compréhension, c'est pas juste une question d'être d'accord avec ce qu'il dit. C'est un autre niveau, c'est autre chose. Être conscient, c'est pas être d'accord, c'est pas juste, c'est pas comprendre, c'est autre chose. Et voilà, enfin bref, moi je vous encourage vivement en fait à le découvrir, notamment sur YouTube, pour commencer. Voilà, sinon après il reste 2 livres. Un que j'ai trouvé un peu, pas bof, mais c'est How Do We Know We're Doing It Right, que j'ai écouté aussi.
En fait, comment dire, c'est un peu comme des billets de blog ou des podcasts ou juste des pensées d'une femme contemporaine qui nous parle de la vie moderne et qui analyse un petit peu en fait notre rapport à la technologie, aux réseaux sociaux. Ça parle aussi un peu de féminisme. Donc voilà, c'est un peu des pensées sur ces sujets-là. Voilà, franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'est pas des théories qui sont approfondies ou voilà, c'est une femme qui partage un petit peu ses observations par rapport à ce que j'ai dit. Voilà. Notre rapport aux réseaux sociaux, notre rapport à Netflix, notre mode de vie actuel. Voilà, c'est un peu en quelque sorte une critique de notre mode de vie actuel. Voilà, de nos addictions, de notre système de consommation très compulsif. Voilà, et qui vient nous éclairer un petit peu par rapport à certaines thématiques, par rapport à certains sujets. C'est sympa, mais bon. Sinon, il y avait la BD Pucelle qui était très drôle. C'est très drôle. C'est une histoire elle raconte un peu son adolescence. Elle vivait dans une famille, l'autrice vivait dans une famille très conservatrice, je crois chrétienne, conservatrice, où on ne parlait jamais de sexe ou de sexualité ou de règles, etc. Et là, dans Pucelle, en fait, elle raconte aussi la première fois qu'elle a eu ses règles. En tout cas, moi, ça m'a marqué parce que c'était horrible. Mais là, avec le recul, voilà, c'est très drôle aussi. Et elle parle aussi des premiers rapports sexuels, je crois. Je pense pas dans ce premier tome, mais en tout cas, elle parle du grand mystère en fait que représentait pour elle la sexualité. Parce qu'elle savait absolument rien sur ce sujet jusqu'à l'âge peut-être de 12-13 ans, elle savait absolument rien. Et elle était choquée en fait quand elle découvrait que ses camarades de classe parlaient de ces sujets-là, et elle était vraiment horrifiée, en mode mais comment est-ce que vous pouvez parler de ça, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est vulgaire, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'était assez drôle. Ça c'est drôle. J'ai bien aimé, je voulais lire le tome 2, mais après je ne l'ai pas fait parce que bon, après je me suis dit c'est bon, ça va prendre encore beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup de temps malheureusement en ce moment pour lire, donc je préfère faire autre chose. Et enfin, en dernier en fait, je parle de La mort moderne de Karl-Henning Wittmark, qui est un auteur, je sais plus, scandinave, mais je ne me rappelle plus s'il est danois, je crois qu'il est danois. Je sais que pas mal d'entre vous peut-être attendaient que je parle de ce livre depuis le début, et je sais que pas mal d'entre vous étaient hyper intrigués quand je l'avais acheté, quand j'avais partagé ça sur Instagram. Moi-même j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce livre, mais finalement je sais pas enfin je pense qu'il sera un peu vite oublié. En fait c'est un roman un peu dystopique peut-être, puisqu'on va se retrouver on se retrouve dans une société où c'est un roman dystopique, puisqu'on va se retrouver dans une société qui va décider que on devait définir une date de fin de vie pour tout le monde, parce que au-delà d'un certain âge, la vie des gens n'est plus rentable pour la société. Ça devient plutôt coûteuse. Et du coup, ils se disent, puisque on est tous au même âge, pourquoi est-ce qu'on mourir au même âge ne devrait pas aussi être aussi naturel en fait. Et dans ce roman-là, en fait, on se retrouve dans un colloque de scientifiques et autres, je crois, autres parties civiles, je crois, qui se retrouvent en fait en comité très fermé, très confidentiel, très privé, pour commencer à tâter le terrain par rapport à cette question, pour voir est-ce que ça serait faisable, est-ce que ça va choquer, quels seraient les arguments, les contre-arguments, comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer ça en fait à la société et tout.
Et du coup, voilà, c'est plutôt un dialogue entre voilà, les gens qui sont pour, ceux qui sont contre. C'était assez intéressant, mais je sais pas. Ça m'a pas marqué tant que ça et je me rappelle plus très bien, mais j'ai l'impression que déjà c'était court et il y avait quelques propos que je trouvais pertinents et tout, mais je pense que je suis passée peut-être probablement aussi à côté de pas mal de choses. Voilà, je pense que c'est ça. En tout cas, c'était mes lectures pour l'instant. C'est tout ce que j'ai lu pour l'instant. Mes lectures en cours en ce moment, je suis en train d'écouter enfin La Terre Promise de Barack Obama. Très contente parce que ça fait partie des pavés que je voulais lire cette année en plus des mémoires de Will Smith. Du coup, je suis en train d'écouter, c'est pas mal. Et là, je vais commencer deux lectures féministes, ça faisait un moment, qui sont tout petits et courts, du coup ça m'encourage et en même temps j'avais très envie de les lire. Notamment, j'ai enfin pris En finir avec les violences sexistes et sexuelles de Caroline Derras, du collectif Nous Toutes, que je suis sur Instagram depuis un moment et que j'adore son travail, je l'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, je suis très contente qu'il soit sorti en poche et que je puisse enfin le lire. Et ça, c'est un livre que j'ai reçu en cadeau. C'est le guide pratique du féminisme divinatoire, Camille Dusselier. Voilà, je connaissais pas, mais ça a l'air trop bien. Et ça a l'air trop bien. Et apparemment, il y a pas mal de rituels, il y a des trucs de sorcières. Du coup, voilà, je suis très hâte de le lire aussi. Et c'est tout pour cette vidéo. Et la prochaine vidéo, normalement, ça devrait être mon interview avec Lorraine Bastide. Rien que ça. Mais, je vais voir parce que j'ai pas encore vu ce que ça a donné en fait. J'ai même pas encore regardé pour voir le résultat. Donc j'espère qu'il est bon. Et s'il est bon et satisfaisant, eh bien il y aura cette vidéo sur la chaîne. Après celle-ci, normalement. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Ramadan Mubarak pour les gens qui le font. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut.